Mais Zomblar avait une bonne question, par exemple. Ouais. C'est quoi ton opinion sur le cinéma d'horreur de maintenant? Là, je risque d'être un peu dur. Hein. C'est, en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma d'horreur américain tel qu'il s'est développé durant les 10-15 dernières années, à part quelques petits indépendants, où vraiment, je pense, voilà, du côté des indépendants, il y a des choses intéressantes qui se font encore. Par contre, du côté du cinéma mainstream américain, venant d'Hollywood, Blumhouse. Voilà, ouais, non, j'attends pas grand-chose de tout ça, je t'avoue. Ça fonctionne pas sur moi. Je trouve que ça fait que ressasser les mêmes thèmes, ressasser des trucs qu'on a vus, déjà vus, revus. Et ça me parle pas. Tu vois, je suis pas forcément dans la nostalgie. C'est vrai que je suis attaché, comme beaucoup de cinéphiles, à des choses que j'ai vues quand j'étais plus jeune. Mais je suis encore capable d'apprécier des films maintenant, et heureusement. Tu vois, par exemple, il y a un film incroyable que j'ai vu. J'ai oublié le nom. Ça commence mal. C'est l'homme de Men. Aïe, aïe, aïe. L'histoire, et ça démarre dans l'Himalaya, où ils sont plusieurs, et un des gars tombe dans une espèce de crevasse où il fait face au squelette d'une espèce de créature humanoïde, mais qui a plusieurs bras. Et ça va se développer, en fait, après, d'une façon mais tellement inattendue, que la production, à la base, c'était une major qui avait produit le film. Je vous retrouverai le nom. Hein, oui, je suis curieux. Mais la major n'a pas su quoi en faire de ce film. C'était tellement inattendu. Ils ont refusé de le sortir au cinéma. Ils ont refusé de le sortir en DVD et en Blu-ray. Et finalement, le réalisateur a réussi à prendre Disney Channel pour diffuser le film. Donc, il est disponible uniquement sur Disney Channel. Le truc faut que tu me dises ce que c'est, là, parce que je vais regarder ça. Je vous retrouverai ça. Okay. Et donc, personne ne le voit, parce que sur Disney Channel, il n'y a que des gens qui regardent des dessins animés. Mais il est disponible sur la seule plateforme où on peut le voir, c'est là-dessus. Et le film est passé totalement à la trappe, alors que pour moi, c'est un des trucs les plus éblouissants que j'ai vu ces 10 ou 15 dernières années. Ah ouais, hein? Dans leur volet Stars, right? Pas dans le volet, parce qu'il y a plusieurs Disney+. Divisions. Ouais, Star, il y a des films d'horreur. Ok, parfait. Mais là, tu parles de cinéma américain qui font tout le temps des choses qui ont été vues, etc. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a un pays ou une ethnicité qui sont plus intéressants que d'autres en ce moment dans le domaine de l'horreur? Ouais, moi, je reste toujours un petit peu, je ne vais pas dire focalisé, mais plus axé sur ce qui se passe en Extrême-Orient. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un œil sur les productions japonaises, coréennes aussi. En Corée du Sud, ils font toujours des trucs très intéressants. Et les pays nordiques, depuis une petite dizaine d'années, sortent assez régulièrement. Alors, c'est plus du thriller horrifique que du pur film d'horreur, comme on peut l'entendre. Mais je trouve qu'il y a des trucs très intéressants qui peuvent des fois procurer des petits frissons aussi chez les Nordiques. Et vu que tu connais tout le monde en France, là, le milieu français, ça en est où, là? Parce qu'en ce moment, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? À part Alexandre Aja, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ben, puis Boustillot Maury, évidemment, on les suit toujours. Bah, écoute, c'est aussi 2 ans de Covid qui n'ont pas aidé, je pense, comme partout ailleurs. Hein. Ça n'a pas aidé au niveau de la production. Le film de Boustillot Maury, leur dernier, a extrêmement bien fonctionné. The Deep House, tu parles? Ou Candy Shell? The Deep House. Ouais, il a très très bien fonctionné parce qu'il est arrivé juste au moment où les cinémas avaient le droit de réouvrir. Donc tout le monde s'est rué pour le voir et 15 jours plus tard, ça refermait à nouveau. Donc énormément de gens ont pu aller voir le film. Donc ça a été très bien pour eux. Je pense que ça a envoyé aussi peut-être un petit signe à la production française pour montrer que, regardez, une production française d'horreur est capable de fonctionner en termes économiques aussi. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, depuis The Deep House, on n'a pas eu cette vague qu'on espérait, mais aussi, c'est potentiellement lié à tout l'effet Covid, quoi. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu. Ouais, mais c'est toujours pareil, tu sais, moi, en étant au Québec maintenant, en ayant vu la différence quand même, parce que moi aussi, j'ai grandi dans les années 70-80, des vagues d'horreur américaines, mais en France, et j'attendais toujours quelque chose de la France. Évidemment, il y a toujours eu du cinéma, tu sais, du B, etc., du Jean Rollin et compagnie. Jean Rollin, ben oui. Mais
Tu sais, la France, c'est déjà pas un peuple orienté horreur, on va dire. Du coup, c'est très difficile et les gens viennent plus faire des choses aux États. Mais il y a quand même eu une vague, un petit moment, justement, avec la sortie d'Aja, qui a lancé un peu tout ça, on va dire, avec tous ces autres films. Mais si on parle pas Covid, il y a quand même un terreau, là, il y a plein de gens qui veulent faire des choses, quoi, bordel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le problème, les envies, elles sont là. On voit, c'est vrai que moi, j'ai rencontré des apprentis, enfin des jeunes réalisateurs qui veulent se lancer, qui ont des scénarios. Mais le problème, c'est ça, c'est finalement, on revient toujours à la même question, où trouver l'argent? Et les producteurs français sont extrêmement frileux. Donc, rapidement, voilà, il faut chercher à l'étranger pour trouver les fonds. Le problème, c'est que c'est des Français à l'étranger. C'est pas forcément non plus super bankable. Donc, pour les cinéastes français, c'est assez compliqué, je pense, de réussir à percer, à trouver le moyen de pouvoir s'exprimer, quoi. Julien, c'est le même problème qu'on a ici au Québec. Je m'en allais dire la même chose. C'est pas des producteurs ici, c'est plus difficile, c'est plus des institutions, c'est gouvernemental, les subventions, tout ça. Puis habituellement, c'est toujours les drames, c'est ça, des trucs qui sont moins cinéma de genre. Comme, je sais pas si tu avais pu voir Turbo Kid, c'est un des gros films qu'on a eu au Québec, mais c'est une coproduction avec la Nouvelle-Zélande. Donc, il a fallu que justement le marché de films de Fantasia puisse mettre des gens d'ailleurs ensemble pour ramasser le financement finalement d'un film qui n'était pas qui a un immense budget. Donc, le problème, il est partout. Là. Quand tu n'es pas aux États-Unis, la machine, elle existe là-bas. Il y a beaucoup de productions qui se font. Tu parlais des indépendants américains. Qu'est-ce qui te branche? Est-ce que c'est plus du côté de A24 ou des trucs comme ça? Alors, rapidement, tu vois, quand on parle des indépendants, le problème, c'est dès qu'ils commencent à rentrer un petit peu, à rencontrer des gros succès, ils commencent à formater. La formule. Tu prends Saw, par exemple. Saw, moi, je l'avais découvert au marché du film de Cannes. Donc, le film était totalement inconnu. Personne ne savait, on n'avait jamais entendu parler du réalisateur, du producteur. Et tout d'un coup, on se prend ça à l'époque. Saw, c'est assez incroyable, le premier. Oui, le premier, là. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, arrive le problème, c'est qu'ils ont développé ça en franchise, qu'ils ont développé ça après de multiples façons, et tous les autres films ont commencé à se ressembler. Il n'y avait plus aucun intérêt. Ils ont trouvé un filon, et au lieu d'essayer de développer en se disant, tiens, on a pu gagner de l'argent grâce à ce film, essayons de produire un autre film un petit peu novateur, ils vont prendre la route de la facilité et continuer à produire des trucs formatés. Le problème, c'est que il faut toujours avoir cette volonté, et cette volonté, elle est difficile à avoir. C'est-à-dire que, par exemple, la volonté d'indépendance qu'avait Georges Romero, c'est quelque chose qui lui a valu une partie de sa carrière aussi. Ça a été très difficile pour lui. Il a passé son temps à batailler pour pouvoir trouver le financement de ses films, mais pour pouvoir les faire comme il le voulait. Mais il a refusé tout compromis. Enfin, grosso modo, sur toute sa carrière. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes prods, de jeunes réalisateurs qui vont, je leur jette pas la pierre, tu vois, je suis pas dans une position où je peux me permettre de le faire, mais s'ils rencontrent le succès via un petit film, ils vont, au lieu de chercher à renouveler ça en faisant quelque chose de totalement neuf, unique, ils vont plutôt prendre le chemin train-train de je vais faire une variation sur ce premier film qui a marché au lieu d'essayer de créer quelque chose de complètement neuf. Et tu parlais de Romero, là, puis dans mes questions pour le podcast, je me demandais, pour toi, tu as mentionné Night of the Living Dead, mais c'est quoi le film de Romero, le film parfait, qui a rien qui dépasse? Là, je vais être très classique dessus. La Nuit des Morts Vivants, je pense que c'est un film qui ne vieillit absolument pas, qui est parfait en termes de mise en scène, de montage, de casting aussi, hein, même s'il y avait beaucoup d'amateurs dedans. Mais tu as quelqu'un comme Dwayne Jones qui était éblouissant. Pour moi, ça reste... j'ai voulu faire un livre sur lui, en fait, tellement c'est un acteur que je trouve incroyable. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès. Le plus gros de sa carrière, en fait, ça a été du théâtre. Hein. Et les pièces de théâtre dans lesquelles il a joué sont totalement invisibles, quoi. Donc... j'ai essayé de contacter sa sœur, notamment, qui est toujours en vie. Bon, c'est compliqué, mais Dwayne Jones, c'est quelqu'un pour moi qui mériterait
qu'on s'intéresse beaucoup plus à sa carrière, même s'il a que 2 films concrètement, c'est La Nuit des Morts Vivants et Ganja NS. Mais Ganja NS, quel film aussi. Voilà, il a un film de vampire, hein? Spike Lee a fait un remake il n'y a pas longtemps. Là. Oui, voilà, mais qui a été un film super important dans les années 70, quoi. Et moi, Dwayne Jones, c'est quelqu'un qui prend, qui absorbe l'écran, quoi, qui est une présence comme très très peu d'acteurs en avaient. Donc c'est vrai que je dirais toujours la Nuit des Morts Vivants, même si c'est très bateau comme réponse. Hein. Et le remake de Savini, t'en as pensé quoi? C'est fun, voilà, c'est amusant, c'est sympa, ça se laisse regarder, mais on est déjà plus dans une ambiance film popcorn, ce que n'est pas La Nuit des Morts Vivants. La Nuit des Morts Vivants, c'est un vrai film de terreur. Tu te remets en 68, des films comme ça, on n'en avait jamais vu. Il y a des échos, moi je me souviens, c'est des gens qui m'ont raconté ça à Paris, lorsque le film a été diffusé, des gens qui quittaient la salle. Une personne qui est tombée dans les pommes, on a fait venir une ambulance pour sortir une des personnes qui avait vu le film. Donc c'était quand même quelque chose de totalement nouveau. Imagine s'il avait mis en couleur, hein? Ça aurait été l'hécatombe, les émeutes. Je pense pas que ça aurait eu le même effet, par exemple. Je pense qu'en noir et blanc, il y a plus d'impact. Ouais, moi je suis assez d'accord, comme Martin et puis Zomblard. Le noir et blanc apporte dessus une certaine ambiance, puis ce côté peut-être plus brut, plus documentaire qu'on avait à l'époque. Le noir et blanc était plus lié à la télévision, en fait, hein, et qui était beaucoup plus percutant. Puis justement, on parle de Romero, The Amusement Park. Moi, quand j'ai vu ça l'an dernier, ça m'a foutu une claque. J'étais comme, pour vrai, en 73, je pense qu'il a réalisé le film qui est ressorti tant d'années plus tard, mais encore aussi pertinent aujourd'hui. Puis nous, avec la COVID au Québec, il y a eu beaucoup de cas dans les CHSLD, là, des centres d'hospitalisation de longue durée. Il y a eu des cas, il y a eu des dizaines, des milliers de morts au début de la COVID dans ces centres-là où le Québec a décidé d'aller parquer ces vieux, finalement. Puis quand j'ai vu The Amusement Park, qui est un film un peu sur la vieillesse, là, si on veut, j'ai été horrifié. C'est un film d'horreur, mais tellement puissant au niveau social. Qu'en as-tu pensé, toi, Julien? C'est un film qui a été une baffe. Moi, j'ai passé 20 ans à chercher une copie du film, en fait. Donc, quand j'ai su qu'il l'avait enfin retrouvé, c'était incroyable. La première fois que je l'ai vu, comme pour toi, hein, ça a été une baffe. Parce que le film est extrêmement pertinent. Ce qui est dramatique, c'est que les thèmes qu'il soulève à l'époque, en 73, sont encore d'actualité maintenant. Rien n'a changé et c'est peut-être encore pire. Et c'est ça qui est la véritable horreur du film, quoi. Mais c'est toute la brillance des films de Romero. Je pense qu'il n'y en a pas un seul de ces films que tu peux voir, même 20 ans après, en te disant « Ah, c'est complètement dépassé », que ce soit au niveau des thèmes. Encore que, tu vois, comme je vous racontais tout à l'heure cette anecdote, hein, pour Zombie, voilà, ça ne marche plus avec les jeunes générations. Mais le thème même du consumérisme, de la société capitaliste, je pense qu'il est totalement viable encore. Enfin, peut-être même plus qu'en 79. Hein. Puis des gars comme Edgar Wright, ils ont repris ça puis ils l'ont spiné. Shaun of the Dead, là, les gens qui sont zombies avec le téléphone, tout ça, c'est ça aujourd'hui, les zombies. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, Julien, nous, on a un autre podcast qui s'en vient, alors on va te laisser, aller. Mais encore une fois, vraiment. Un gros merci pour merci à vous présence. Tous. C'était très ravi de pouvoir parler avec vous. C'était super sympa. Et bonne continuation. Et j'espère, si je réussis enfin à aller à Fantasia, en tout cas, j'espère oui, on va se voir. C'est sûr. Ça marche. Merci, Julien. Merci. À très bientôt. Salut. À bientôt. Salut à tous.